Bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'on a commencé à parler un petit peu de changement climatique. On a en tête le levier de la variabilité génétique. On a eu aussi une esquisse de quelqu'un qui nous a parlé aussi des itinéraires pratiques. On pourra en rediscuter dans les questions à la fin. Moi, je vais vous délivrer un message qui est: il y a aussi un autre levier. Alors, on pourra toujours discuter de sa puissance, hein, qui est celui de la plasticité. Donc, évidemment, il faut que je commence par expliquer ce que c'est que la plasticité. D'abord, donner un contexte général. J'imagine que vous connaissez déjà ce type de courbe. Sinon, j'ai bien fait de vous les présenter. Ça montre l'évolution de la température suivant les scénarios climatiques. Et là-dessus, ceux qui font ces modèles ont des niveaux d'incertitude très faibles. C'est-à-dire qu'ils vous disent, suivant les scénarios politiques, voilà ce qui risque d'arriver en termes de température. Alors après, on peut modéliser ça et puis voir un peu les conséquences que ça a d'un point de vue hydrique. Donc on a quand même un niveau de précision assez important sur ce qui va arriver en termes de changement climatique. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, nous, suivant, c'est quelle va être la réponse des plantes vis-à-vis de ça? Et là, par contre, on a une incertitude biologique qui est beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que les plantes, elles disposent de leviers dont on ne connaît pas encore assez l'ampleur et l'importance de ces leviers. Alors, c'est quoi ces leviers? D'abord, c'est la migration. Alors, quand je dis ça, je parle aussi bien des populations naturelles que des espèces cultivées. Si une plante n'est plus adaptée à un territoire, eh bien, on déplace la culture. Mais il y a aussi un autre levier qui est celui de s'adapter pour les populations naturelles ou de faire de la sélection pour les plantes d'intérêt agronomique. Ça repose sur de la variabilité génétique. Et c'est pour ça qu'il faut créer de la ressource génétique ou veiller à ce que cette ressource génétique existe. Et puis, il y a un autre levier qui est celui de l'acclimatation. L'acclimatation, c'est la capacité d'une plante à ajuster son métabolisme à des nouvelles conditions. Et ça, ça repose sur ce qu'on appelle de la plasticité phénotypique. Voilà. Alors, bien sûr, cette plasticité phénotypique, elle n'est pas complètement indépendante de ces aspects génétiques. Cette plasticité phénotypique, c'est la petite flèche qui est en bas, là, elle dépend aussi d'une certaine variabilité génétique. Voilà, pour complexifier la chose. Bon, on peut prendre des exemples assez simples. D'abord, je pars d'une définition. Finalement, la plasticité phénotypique, qu'est-ce que c'est? C'est la variation d'un caractère induite par l'environnement. Après, il faut qu'on s'entende sur quel caractère nous intéresse. Je vais prendre un exemple simple, c'est celui d'une couleur de feuille. Voilà, on a une feuille verte, et cette feuille verte, suivant, dans un environnement 1, elle pourra rester verte, et puis dans un environnement 2, elle pourra, dans un autre environnement, devenir rose. Là, je parle de plasticité. Ou je peux avoir aussi une feuille verte pour un individu, pour un génotype, une feuille plutôt rose pour un autre individu, et quel que soit l'environnement, elle sera la même. Donc là, on va parler de variabilité génétique. Voilà. Évidemment, c'est jamais aussi simple, et c'est ce que je vous disais, bien souvent, le cas le plus courant, c'est je vais avoir des feuilles vertes qui peuvent avoir des teintes différentes dans un autre environnement, et ces teintes, elles vont être plus ou moins importantes suivant justement le génotype. À ce moment-là, on a une variabilité génétique de la plasticité phénotypique. Bon, ça, c'est avec un exemple très simple qui est celui de la couleur d'une feuille. Alors, cette plasticité, elle n'est pas forcément bonne. Celle qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la plasticité adaptative. C'est celle qui va permettre d'améliorer l'aptitude d'une plante à survivre dans un nouvel environnement. Bon, voilà pour les aspects théoriques. L'importance, évidemment, c'est d'identifier les paramètres qui nous intéressent. Et quand on parle de sécheresse, on sait que c'est ce que nous a dit Berlin, la tolérance à la sécheresse, que j'ai plutôt appelé la résistance à la sécheresse, de façon globale, elle dépend d'un tas de paramètres. Ils vous sont résumés ici. Quels sont les leviers dont dispose une plante pour pouvoir résister à la sécheresse? Elle a deux stratégies, globalement. Soit de l'éviter. Alors, comment elle peut l'éviter? En limitant les pertes en eau, donc elle ferme les stomates, c'est les petits trous qu'on trouve sur les feuilles par lesquels sort l'eau. Elle peut aussi baisser la perméabilité cuticulaire. Alors la cuticule, c'est la couche de cire qu'il y a sur les feuilles. Voilà. Et on sait qu'elles sont capables de plus ou moins la développer suivant les environnements dans lesquels elles se développent. Elle peut aussi tout simplement moduler sa surface foliaire. Alors soit brutalement, alors il ne faut pas avoir peur quand on voit une plante qui perd ses feuilles, c'est aussi une stratégie pour arrêter d'avoir des pertes en eau très conséquentes. Voilà. Il y a certaines plantes qui sont capables de récupérer après une perte de feuilles, d'autres pas.
L'autre stratégie pour éviter la sécheresse, c'est d'augmenter les entrées d'eau. Évidemment, c'est le levier auquel on pense le plus souvent. Hein. C'est un enracinement, alors soit plus profond, mais pas nécessairement plus profond. Ça peut être aussi d'augmenter la densité de racines qui prospectent le sol pour une même profondeur. Ça, c'est le mécanisme d'évitement. Et puis, il y a les mécanismes qui permettent de tolérer la sécheresse. Alors, vous voyez, moi, je fais la différence entre résister et tolérer. Tolérer, c'est je continue à fonctionner bien que les conditions soient de plus en plus contraignantes, bien que la sécheresse s'installe. Ce n'est pas la même chose que éviter. Hein. Donc, le sol se dessèche, la plante, elle perd son eau, mais elle est quand même capable de continuer à fonctionner. Comment ? Au niveau cellulaire, surtout, elle va baisser sa sensibilité à la déshydratation. Donc, elle va accumuler un tas de composés qui vont lui permettre de retenir l'eau dans ses cellules. C'est ce qu'on appelle l'osmorégulation. Ou alors, elle va lutter contre un certain nombre de radicaux libres. Elle va donc produire un certain nombre d'antioxydants. Ça, c'est surtout des aspects au niveau cellulaire. Elle peut aussi mobiliser ses réservoirs d'eau. Une plante, elle dispose d'eau et pendant un temps donné, eh bien, elle peut utiliser les réservoirs d'eau qu'elle a dans certains organes pour éviter d'avoir une sécheresse qui soit trop impactante. Elle a aussi un mécanisme qui est celui de la résistance à l'embolie du xylème. Donc, c'est éviter que les vaisseaux se remplissent d'air. Et ça, on sait que ça a des conséquences assez néfastes sur les plantes. C'est peut-être là-dessus, d'ailleurs, que je vais prendre le temps de développer un petit peu ce qu'on entend par résistance à l'embolie. Voilà pour l'ensemble de ces mécanismes-là. Et donc, si on s'intéresse, que ce soit la variabilité génétique, que ce soit la plasticité, il faut avoir une vue d'ensemble de ces mécanismes-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tous les étudier, hein, mais il y a des choix opérés. Des choix qui peuvent dépendre de l'espèce, des choix qui peuvent dépendre des contraintes, des choix qui peuvent dépendre du contexte environnemental dans lequel on est. Je prends un exemple très simple. Hein. Vous avez une culture qui est dans des sols qui est très mince, ce n'est pas la peine de travailler sur l'aspect racinaire. Donc on peut par exemple abandonner ce type de paramètres. Ou au contraire, on est sur des sols profonds, on se dit j'ai peut-être l'opportunité de développer des variétés ou des conditions qui permettent d'avoir un enracinement plus profond. Voilà. Donc il faut contextualiser les paramètres qu'on va choisir. Bon, dans le cas du programme récital, nous on avait fait des choix, je ne vais pas revenir dessus, hein, qui sont aussi liés à nos compétences, évidemment. On s'était intéressé à la fermeture des stomates, qui est quand même le premier levier hein, pour limiter les pertes en eau. La mobilisation des réservoirs d'eau, et puis la résistance à l'embolie du xylème. Et avant de vous expliquer ce qu'on a pu faire, eh bien, je vais peut-être rappeler assez brièvement quelques principes sur le fonctionnement hydrique et hydraulique d'une plante. Il faut savoir qu'une plante, pour pouvoir absorber de l'eau au niveau de ses racines, eh bien, elle le fait parce qu'elle perd de l'eau au niveau de sa partie supérieure. Donc, en fait, c'est l'évaporation au niveau des feuilles qui permet à l'eau de rentrer dans les racines. Il y a un continuum comme ça. Il y a un continuum hydraulique qui fait que quand je perds de l'eau au niveau des feuilles, c'est ce qui va permettre à l'eau de rentrer dans les racines. C'est un système qui est très efficace parce qu'en fait, il coûte zéro énergie pour la plante. Hein. C'est la lumière du soleil en fait, qui apporte l'énergie, c'est l'énergie lumineuse. L'évaporation de l'atmosphère qui crée cette force de tension permettant à l'eau de rentrer dans les racines. Par contre, c'est un système qui est très sensible, j'ai presque envie de dire dangereux, parce qu'il y a des risques d'embolie. Pourquoi ? Quand on crée une évaporation au niveau des feuilles, c'est une force de succion, hein. Donc c'est une force de tension. La tension, c'est l'inverse de la pression. Donc nous, on mesure ça par des bars, hein, c'est l'unité de pression, le bar, hein, ou par des mégapascales, qui est encore plus important en termes d'unité. Et vous voyez que ces tensions, en fait, elles sont évidemment négatives, puisque c'est l'opposé d'une pression. Alors, dans un sol qui est saturé en eau, par exemple, un sol qui est saturé en eau, elle est de zéro. Il n'y a aucune force de tension, puisque le sol est complètement gorgé d'eau. C'est la même chose pour une atmosphère qui serait complètement gorgée d'eau. Elle aurait un potentiel qui est nul. Et plus ce potentiel est négatif, vous voyez là par exemple, ça c'est une moyenne qu'on obtient généralement dans nos milieux tempérés au printemps, moins 70 mégapascales. Alors pour vous donner ça en barres, hein, moins 700 bars. On met 2-3 bars dans les pneus. Donc vous voyez la force de tension qu'il y a dans l'atmosphère pour tirer l'eau des plantes. Dans le sol, c'est plutôt entre 0 et 1, dans des sols moyennement arrosés. Et la plante, évidemment, ça va être intermédiaire. Ça va être entre moins 1 et moins 10. Donc c'est bien ce système de tension. Hein. Par contre, le risque, on connaît l'expression, hein, à force de tirer sur la corde, elle casse. Eh bien, le risque, ici, c'est d'avoir une bulle d'air qui, finalement, s'introduit dans le vaisseau. Voilà. Et donc là, on a un vaisseau qui est embolisé. Donc, votre eau liquide, si vous avez une force de tension qui est trop forte dessus, hop, elle se vaporise. Et ça crée une bulle d'air. Et ça, c'est un phénomène d'embolie. À partir du moment où vous avez créé une bulle d'air, ben, vous cassez la colonne d'eau et votre eau ne circule plus. Donc, une plante qui a... on parle de cavitation. Hein, une plante qui a subi une cavitation,
eh bien, elle ne va plus pouvoir ensuite alimenter ses parties supérieures en eau. Voilà. Bon, on a une perte de conductance lorsqu'on a des vaisseaux qui sont embolisés. Et nous, maintenant, on a ce terme-là, hein, qui est de dire que, attention, à l'image de fumée tue, eh bien, nous, on dit pour les plantes cavité tue. Voilà. Donc, on sait que c'est ce que doivent éviter à tout prix les plantes, c'est d'être dans ces tensions trop fortes qui induisent de la cavitation et qui aboutit à la mort de la plante. Voilà pour le fonctionnement hydraulique d'une plante. Il faut donc bien voir que c'est un système qui est constamment sous tension. Et c'est ce qui permet à l'eau de rentrer, mais c'est quand même un processus qui est très sensible à ces phénomènes de cavitation. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans ce programme récital? On a voulu justement moduler, faire de la plasticité, et donc on avait des lots de plants. Alors c'est ici des plants de lavande et lavandin mélangés, hein, qui étaient irrigués à capacité au champ, c'est-à-dire que le sol était régulièrement, il était gorgé d'eau, quoi. Voilà. Et puis à côté, on avait un système de pot sur balance avec des électrovannes qui permettaient de réguler l'eau. Et en fait, par des pesées, eh bien, on contrôlait la quantité d'eau qu'il y avait dans le sol, c'était entre 25 et 30%. Pourquoi cette teneur-là? On s'est aperçu que c'était ce qui permettait à la plante de croître au minimum. Si on descendait en dessous, elle arrêtait de croître. Donc c'était vraiment la plus petite quantité d'eau qu'elle était capable d'avoir et de continuer à grandir avec cette quantité d'eau. Donc c'était la contrainte hydrique la plus forte sans pour autant l'empêcher de se développer. Voilà ce que ça donne après au moment où on a fait un ensemble de mesures. Donc elles ont pu chacune se développer sans aucun souci. On remarque quand même qu'il y a une surface foliaire qui est un peu plus conséquente pour celles qui sont évidemment irriguées, c'est sans surprise. Et on a fait ça aussi bien sur des lavandes, la variété maillette, que sur des lavandins grosso. Et donc on a comparé un peu le comportement aussi des deux espèces. Voilà. Alors on a suivi notamment la croissance grâce à des capteurs de variation de diamètre, ce qu'on appelle des dendromètres, qui permettent de suivre la variation de diamètre et ça permet de suivre la croissance. Et donc là, ce sont des résultats bruts qui vous montrent un peu comment se comportent les plantes. Évidemment, quand elles sont bien irriguées, vous voyez que la croissance se fait sans aucun souci. Il faut surtout voir les valeurs. Hein. Donc elles vont gagner en quelques jours environ 2 mm. Pour celles qui sont sous contrainte hydrique, donc quand vous verrez la petite goutte bleue, là, c'est celles qui sont sous contrainte hydrique, donc qui ont un apport d'eau qui est réduit. Et bien dans ces cas-là, on a une croissance qui est beaucoup plus faible, et puis beaucoup d'oscillations. Alors ça, c'est lié à sa mobilisation des réservoirs d'eau. C'est-à-dire que dans la journée, quand il fait vraiment trop sec, et bien, hop, elle se rétracte et elle utilise l'eau qu'elle a dans ses cellules pour éviter ce phénomène de cavitation. Alors on a aussi regardé, mesurer un tas de paramètres, notamment l'état hydrique, pour s'assurer qu'on avait bien des états hydriques différents. Souvenez-vous, le potentiel hydrique, c'est ce qui permet de caractériser l'état hydrique, et plus il est négatif, plus votre plante elle manque d'eau. Sur celles qui sont bien irriguées, on a des potentiels hydriques de l'ordre de moins 0,7, que ce soit pour le lavandin ou la lavande. On voit bien que sous un régime hydrique contraint, eh bien, ce potentiel hydrique il est plus négatif. Donc elles sont bien sous une contrainte hydrique, bien qu'elles aient une surface foliaire plus réduite, elles sont constamment maintenues sous une contrainte hydrique, pendant toute leur croissance. Voilà. On a aussi regardé un peu la conductance stomatique, c'est-à-dire la capacité à faire des échanges gazeux, à transpirer. Et on voit bien que celles qui sont bien irriguées, elles ont des conductances stomatiques qui sont plutôt élevées, surtout pour ce type de plant. Alors que celles qui sont sous contrainte hydrique, la petite goutte bleue, eh bien, elles ont des conductances stomatiques qui sont naturellement réduites. Alors, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a une contrainte hydrique pour les plantes qui sont cultivées sous un régime hydrique qui est défavorable, et on a bien une réduction des échanges gazeux sous cette contrainte hydrique. Maintenant, on va regarder comment elles se comportent si on les soumet à une sécheresse. C'est ce qu'on a fait, donc on s'est amusé à ouvrir les vannes, ou au contraire les fermer pour faire subir une sécheresse. Nous, pour faire une sécheresse, on arrête d'arroser et on regarde comment ça se passe. Voilà, la plante, elle gère son eau. Et donc, la première des choses qu'on mesure, c'est évidemment l'état hydrique. Quand on arrête l'eau et qu'on mesure l'état hydrique des plantes, on s'aperçoit que les bâtons gris, là, ce sont évidemment celles qui sont sous contrainte hydrique, et celles qui sont bien arrosées, eh bien, elles sont en bâton noir. Donc quand on arrête d'arroser, on voit que ce sont celles qui sont sous contrainte hydrique qui très rapidement se trouvent sous des régimes hydriques plutôt défavorables. On réarrose, mais on les réarrose tous pour que tout le sol soit saturé pour les deux types de plantes. Et là, on va pouvoir comparer leur résistance à la sécheresse. Et une fois qu'on a réarrosé, on arrête de nouveau l'arrosage et on regarde sur plusieurs jours comment ça se passe, aussi bien pour le lavandin que pour la lavande.
eh bien, vous voyez que celles qui sont sous régime hydrique favorable, elles se retrouvent très rapidement dans des états hydriques très contraints, donc le potentiel hydrique chute très fortement et elles souffrent énormément de cette sécheresse-là. Ce qui n'est pas du tout le cas des plantes qui sont sous régime hydrique contraint. Donc on a habitué à grandir avec des niveaux d'eau faibles. Finalement, elles se retrouvent dans des états hydriques qui sont beaucoup moins contraignants que les autres. C'est une forme de plasticité et donc les conditions de culture les ont rendues moins sensibles à la sécheresse, ou plutôt font qu'elles se trouvent dans des états hydriques beaucoup moins contraignants que celles cultivées abondamment avec de l'eau. Bon, lors d'une sécheresse, la conclusion, c'est que lors d'une sécheresse, les plantes qui sont cultivées sous une contrainte hydrique, eh bien, elles conservent un meilleur état hydrique. Voilà, c'est le premier résultat de cette plasticité. On a aussi du coup regardé comment elles géraient l'eau. Est-ce que c'était lié à leur gestion de l'eau, notamment en regardant la conductance stomatique. Même expérience, hein, on arrête d'arroser, on regarde comment ça se passe, ensuite on réarrose à capacité au champ, donc on leur met toute l'eau dont elles ont besoin, et là on met un taux de départ et on regarde, une fois qu'on a arrêté d'arroser, comment elles se comportent. Eh bien, on a été assez surpris quand même de voir que celles qui sont sous régime hydrique favorable, elles ont des conductances stomatiques qui sont plus élevées, ça on l'avait déjà vu, voilà, que ce soit le lavandin ou la lavande fine, mais très rapidement, cette conductance stomatique, elle baisse au fur et à mesure de la sécheresse. La plante, elle ferme ses stomates pour conserver de l'eau. Par contre, celles qu'on a habituées à pousser sous un régime hydrique qui est contraignant, voilà, eh bien, lorsqu'on les arrose, évidemment, elles ont des conductances stomatiques plus élevées, mais après, vous voyez que cette conductance stomatique, elle baisse, mais elle reste toujours supérieure à celles qui sont sous régime hydrique favorable. Donc, ça veut dire que les plantes que j'ai habituées à un sol sec, eh bien, elles continuent à faire des échanges gazeux supérieurs à celles que j'ai habituées à vivre avec beaucoup d'eau. Donc ça, c'est un résultat de la plasticité. Elles se développent mieux, elles réalisent de meilleurs échanges gazeux lors d'une sécheresse parce qu'elles ont été habituées à un régime hydrique contraint. Voilà. Donc on a bien une réduction de la conductance stomatique des plantes cultivées sous contrainte hydrique. Par contre, on a une meilleure résistance de cette conductance stomatique pour ces plantes qui sont habituées à être cultivées sous un régime hydrique défavorable. Voilà. L'autre paramètre qu'on a regardé, sur lequel on s'est fait la mesure depuis longtemps, hein, c'est la résistance à l'embolie du xylème, qui est vraiment un paramètre qui est déterminant, parce que vous savez, je vous l'ai dit, hein, s'il y a de l'embolie, votre plante, elle meurt. Donc c'est vraiment un mécanisme de survie. Et donc, nous, on est capable de la mesurer, notamment avec une centrifugeuse modifiée. En fait, on fait tourner la branche, et la force centrifuge, elle crée une force de tension qui remplace la sécheresse. Donc on mime une sécheresse en faisant tourner notre branche dans une centrifugeuse, hein, dans un plateau. Et donc, si on connaît la vitesse de centrifugation, eh bien, on peut calculer la force de tension qu'on exerce dessus. Et on peut ainsi construire ce qu'on appelle une courbe de vulnérabilité à l'embolie, donc qui montre la perte de conductance, ou si vous préférez le niveau d'embolie, en fonction de la tension que j'exerce. Donc ça, c'est un peu l'intensité de la sécheresse. Voilà le type de courbe qu'on obtient pour du lavandin, qu'on a ramassé en plein champ. Et quand on regarde un paramètre précis, qu'on appelle la pression qui induit 50% d'embolie, eh bien, cette pression, elle est d'environ moins 6 mégapascales. C'est typiquement ce qu'on observe pour les plantes méditerranéennes. Donc ça nous a rassurés. Bon, ça, c'était un lavandin qui est pris en plein champ. On a mesuré ça pour les plantes qu'on a cultivées avec beaucoup d'eau, donc sous un régime hydrique favorable. Et regardez les courbes, hein, pour la lavande et pour le lavandin. On a des P50 qui sont de l'ordre de moins 2,86, moins 3. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qu'on observe sur du peuplier ou sur des plantes assez sensibles à la sécheresse comme des groseilles. Donc on a rendu nos plantes très sensibles à la cavitation en les habituant à se développer avec un régime hydrique très favorable. C'est l'autre contre-effet de la plasticité, hein, c'est-à-dire que si la plasticité, c'est s'adapter à une nouvelle condition, ce n'est pas forcément mieux se développer, c'est ce que je disais. Hein. Donc là, elle n'est absolument pas adaptative, cette plasticité. Elle rend vos plantes encore plus sensibles. Donc on a rendu nos lavandes, en les cultivant constamment sous un régime hydrique favorable, on les a rendus aussi sensibles que des plantes sensibles à la sécheresse, qui n'avaient rien à voir avec des plantes méditerranéennes. Ça nous a quand même posé question. Alors je remets quand même le résultat obtenu en plein champ, hein. Vous voyez, moins 6 mégapascales. Nous, on n'a jamais observé ça, une telle différence de plasticité pour d'autres espèces. C'est vraiment une espèce pour laquelle on a une plasticité qui est vraiment très forte pour la lavande. Alors, on a quand même eu des doutes et on a vérifié ça. Alors ça, c'est la méthode par centrie. On s'est dit, on va faire autrement, on va couper les branches, on les laisse sur la paillasse se dessécher, puis on regarde comment ça évolue. Et en fait, on obtient le même résultat. On a même envoyé des plants au synchrotron soleil
donc un accélérateur de particules, donc ça c'est encore une autre technique, pour vérifier que ce n'était pas le prélèvement ou les modes de gestion des échantillons qui posaient problème. Et même sur des plantes entières, on retrouve le même type de courbe. Donc on confirme bien que nos conditions hydriques favorables, elles ont rendu nos plantes sensibles à la sécheresse. Voilà. On a bien une confirmation de la forte vulnérabilité à l'embolie des plantes de lavande ou de lavandin cultivées sous un régime hydrique favorable. C'est un des effets de la plasticité. Donc ce qu'on en conclut de ces exemples de travaux, eh bien, c'est qu'il y a une plasticité des traits hydrauliques assez important quand même, hein, que ce soit pour les lavandes et lavandins, que ce soit la conductance thermatique ou la vulnérabilité à l'embolie. Et que finalement, ça sous-entend qu'il va falloir considérer la variabilité génétique, certes, c'est ce qu'on fait habituellement, hein, quand on fait de la sélection, on va sélectionner les plantes sur leur résistance à la sécheresse, mais ça veut dire aussi qu'il faut veiller à cette plasticité aussi. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi une variabilité génétique de la plasticité phénotypique. Et donc, selon moi, eh c'est vraiment deux paramètres, deux leviers qu'il faut considérer quand on veut essayer d'améliorer la résistance à la sécheresse d'une espèce ou de certaines variétés. Voilà, ça c'est simplement un rappel des différents participants à ce projet, hein, puisque c'était dans le cadre du projet récital, c'était une annexe de ce projet récital sur lequel on s'était intéressé à ces questions de plasticité. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Merci beaucoup Stéphane. Alors, moi j'en ai une première, tu as parlé de variabilité, et qu'en est-il de l'héritabilité de la plasticité? C'est-à-dire que si on définit un itinéraire pour un pied-mère, par exemple, est-ce que ça va impacter les boutures, ou est-ce qu'il va falloir adapter ou adopter le même itinéraire pour les boutures qui seront prélevées sur ce pied-mère? Alors, derrière le terme héritabilité, pour moi, c'est la question de la génétique derrière. Enfin, il y a deux questions dans ce que tu dis. Enfin, je vais essayer de le répondre, donner deux réponses. D'abord, cette plasticité phénotypique, elle est sous dépendance génétique. Ça veut dire que sur un génotype, je vais observer une plasticité qui est plus ou moins importante. Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si j'ai habitué mon matériel végétal à se développer et puis à faire de la plasticité, il est possible que si je le mets dans de nouvelles conditions, c'est peut-être plutôt là la question, que cette plasticité, elle s'efface ou qu'elle se maintienne. Et bien là, je vais dire c'est très dépendant du trait, du paramètre. Je vais prendre un exemple très simple. Si c'est la conductance stomatique, comme je l'ai présenté, cette conductance stomatique, il faut aller voir de quoi elle dépend. En fait, elle dépend du nombre de stomates que tu as sur tes feuilles. Eh bien, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est ancré que c'est une structure, ça ne va pas bouger tant que ce sont ces feuilles. Par contre, les nouvelles feuilles qui seront produites, il est possible, elles, qu'elles soient adaptées. Donc c'est quelque chose qui évolue. Hein. C'est quelque chose qui évolue. Il y a des paramètres pour lesquels ça va durer dans le temps. Par exemple, la résistance à l'embolie, puisque ça concerne les vaisseaux, donc c'est ancré dans le bois. Et il y a des paramètres pour lesquels c'est beaucoup plus volubile ou plastique. Oui. Laurence Bulon, toxicologue spécialisée dans les substances d'origine naturelle. Est-ce que vous avez fait une corrélation entre cette adaptation de la plante et puis la composition en métabolites secondaires, notamment pour les lavandes au niveau de la qualité de l'huile essentielle? Ah non, pas encore. D'accord. Il y a deux réponses dans ce que j'ai dit, pas et encore. Mais c'est l'objet d'un prochain programme avec l'ITEPMA. Oui. D'accord, parce que ça c'est très intéressant. En fait, c'est un peu une technique de mitridatisation en fait, que vous faites. Et le résultat pourra être super intéressant. Oui. Alors dans la littérature, on sait que ça a un impact évidemment sur les COV hein, de façon générale. Alors suivant le niveau d'intensité de sécheresse, c'est très variable. D'abord d'un point de vue quantitatif, on sait qu'il y a des modifications, et puis d'un point de vue qualitatif aussi. Merci. Après, à mon avis, les enjeux là-dessus, par contre, c'est de bien cerner justement le stress hydrique. Parce que, c'est ce que je disais, suivant le stress hydrique, on peut avoir des réponses qui peuvent être très différentes d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Et donc, il y a des choses assez contradictoires dans la littérature parce que, bien souvent, le stress hydrique n'est pas nécessairement maîtrisé. En termes de distillation, par exemple, enfin, en tout cas en termes de réglementation, on va essayer de limiter les COV, justement, et puis favoriser tout ce qui est composé terpènes alcooliques, enfin, avec des fonctions oxygénées. Donc, ça peut être très intéressant. Une question, Nicolas. Oui, Nicolas Jacquet, producteur dans les Landes. Oui, justement, sur certaines cultures, on dit qu'il ne faut pas trop les arroser au départ
pour laisser les systèmes racinaires se développer pour que la culture s'implante. Donc, c'est vrai que vous avez peu parlé des racines, mais je pense qu'effectivement, qu'une des conditions pour favoriser un peu la plasticité, c'est la colonisation racinaire. Et donc, pour nous, en tant qu'agriculteurs, c'est le travail du sol, et puis c'est les techniques d'irrigation pour justement ne pas biberonner la culture au départ, de manière à ce que les racines s'installent partout et à ce qu'on arrive à capter ce qu'on appelle la capacité de rétention au maximum, la réserve facilement utilisable ou même difficilement utilisable de l'eau dans le sol dans ce cas-là. Ouais, bingo, c'est tout à fait ça. Donc le message est bien passé. Merci. En effet, alors j'ai pas parlé de racines dans ce que nous on a étudié, hein, parce que vous avez, comme je l'ai présenté au début, il y a un tas de paramètres à considérer. Mais j'ai bien dit que les racines en faisaient partie. Mais alors les biberonnés, si vous avez compris, c'est pas simplement sur l'aspect racinaire finalement. C'est aussi sur des caractéristiques des feuilles. Alors si c'est la vigne, hein, des feuilles de vigne qui ne vous sont pas perceptibles à l'œil nu, mais qui font qu'elles vont être plus résistantes à la sécheresse parce qu'elles auront des conductances stomatiques qui seront plus faibles et qui seront conservées en état de sécheresse. Voilà. Donc ce n'est pas que l'appareil racinaire qui sera influencé, hein. C'est l'ensemble c'est plusieurs paramètres du fonctionnement de la plante.